C'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Du coup, je vais les admettre. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire Together. Bonjour à tous, vous nous entendez tous bien? Allez, Jérémy, tu m'entends toi aussi? Ouais, je t'entends, je suis là. Merci beaucoup pour l'organisation. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire du coup de Together avec Chantilly. Je vais laisser à Jérémy la parole, il va vous présenter ce webinaire et vous n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Et à la fin, Jérémy pourra répondre à toutes vos questions. Allez. Vous pouvez même poser vos questions au fur et à mesure, elles sont bienvenues parce qu'on va essayer de balayer un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Inde. Donc ce grand pays, c'est un peu ambitieux de parler de l'Inde. D'habitude, on fait un webinaire pour l'Inde du Sud, un webinaire pour l'Inde du Nord, un autre webinaire pour le Ladakh. Et là, je me suis dit, tiens, vu que ça fait longtemps que c'est fermé, on va parler un petit peu des trois. Et puis, ça va nous permettre d'échanger un peu tous ensemble. Je vous remercie. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Jérémy Grasset. Donc, je suis un des fondateurs de Chanty Travel. L'agence, elle a été créée en 2005 par mon associé Alexandre Lebehan, basé à Delhi au début. Et puis, on a grandi au fur et à mesure. On a ouvert d'autres pays en Asie, notamment un bureau au Sri Lanka, un bureau... Ah ben voilà, parfait, une petite image. Merci Manon qui pilote la technique aujourd'hui. Et donc, voilà un petit peu tous les pays où nous sommes en Asie. Le bureau du Colombo qui va fêter ses 12 ans, celui de Bali qui va fêter ses 7-8 ans. On a un bureau aussi au Cambodge, en Thaïlande, au Népal et au Vietnam. Et donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est faire des voyages où on partage de l'expertise, on habite sur place, on est des DMC. DMC, ça veut dire Destination Management Company. Et puis, on est passionné de voyage. Voilà, moi, j'étais encore parti la semaine dernière pendant 10 jours en Inde. J'habite aujourd'hui à Paris, d'où je m'occupe de Chanty. On fait des voyages sur mesure, authentiques. On est flexible aussi. Je pense que là, dans le voyage, on est tous devenus très flexibles et créatifs, responsables. On a une démarche environnementale importante avec une compensation carbone et aussi des réductions au maximum du plastique. Par exemple, on offre des gourdes aux gens pour qu'ils puissent remplir leurs bouteilles à des galons. On a créé une application mobile avec des copains pour trouver où remplir sa bouteille d'eau à Bali ou au Sri Lanka. Voilà, donc on fait aussi attention à la qualité des voyages, avoir un prix qui soit juste et puis voilà, garantir que nos voyages se passent bien. Donc on va chercher vos voyageurs à l'aéroport, quelqu'un de notre équipe, et ce qui permet d'être tout de suite en contact avec le voyageur et de détecter s'il y a des choses à changer ou à bien s'ajuster. On va passer du coup à l'Inde du Nord, la petite slide de l'Inde du Nord. Donc, est-ce que vous connaissez tous un peu l'Inde dans le chat? Dites-moi si vous y êtes un peu allés. Comme ça me permettra de voir si j'ai des super experts et d'adapter un petit peu. Ou alors si vous ne connaissez pas du tout, si vous le vendez déjà ou si vous le revendez. N'hésitez pas à me dire un peu voilà, où vous en êtes de l'Inde. C'est toujours un peu compliqué de parler de l'Inde, mais est-ce que vous êtes déjà allé ou est-ce que vous l'avez déjà vendu? Ok, très bien. Merci Karine. N'hésitez pas à partager voilà, où vous en êtes. Donc, très bien. Donc, on est plutôt sur les une. Donc, c'est un grand pays. La capitale, c'est New Delhi. Il y a 1 milliard 350 quelque chose d'habitants. Ils seront bientôt plus nombreux que les Chinois. C'est un pays assez dense.
on a quand même beaucoup de. Tu peux mettre sur Play, Manon, s'il te plaît, comme ça on aura le en entier sur diaporama, ouais. Et d'accord, donc Lynn, vous connaissez un peu parce que vous l'avez vendu très bien. Euh, donc en Inde du Nord, là, je vous parlais des grandes choses. Ah, bon, Jean-Michel, vous connaissez bien. Donc, on va avoir ici à Delhi, donc la capitale, qui est l'aéroport international aussi. L'autre aéroport international, ça va être ici à Bombay ou bien à Calcutta. Bon, il y a quelques années, Calcutta était un peu à la mode pour entrer en Inde, parce qu'il y avait British Airways. Mais aujourd'hui, la plupart des gens viennent plutôt via New Delhi. On a la chance d'avoir 3 vols depuis Paris, avec une nouvelle compagnie notamment qui s'appelle Vistara, qui est très sérieuse et qui développe en fait des voyages depuis quelques années. Ils étaient avant en domestique avec Tata, qui est une grosse compagnie indienne, et en joint venture avec Singapore Airlines. Donc il y a Vistara, il y a Air India aussi, qui a été racheté par Tata d'ailleurs, et Air France, qui viennent en direct sur New Delhi. Donc les grandes choses à voir en Inde du Nord, alors c'est toujours compliqué de parler d'un pays aussi grand, mais on parle souvent voilà, du triangle d'or, qu'on appelle Agra, Delhi, Jaipur. Alors New Delhi, c'est une ville qui a mauvaise réputation, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à voir. Euh, Notamment à Old Delhi, vous avez le Fort Rouge, la ville en elle-même de Old Delhi qui est incroyable, euh, la mosquée, mais il y a plein d'autres choses, puisqu'on est sur une ville qui a eu 7 villes différentes. Donc il y a un grand fort abandonné de 15 km de circonférence, qui s'appelle Tughlaqabad, mais personne n'y va jamais. Et c'est l'intérêt de l'Inde, c'est qu'on peut faire très vite du hors des sentiers battus, même dans des endroits très connus. Donc ensuite, vous pouvez partir sur Agra en faisant 2 heures de route, 2 heures de train, pardon, et entre 3 et 6 heures de route. Ça dépend de la route et ça dépend des jours. Agra, c'est pas une jolie ville. On essaye de pas laisser les gens trop longtemps sur Agra, mais il y a le Taj Mahal, donc c'est un peu un immanquable. Donc vous allez pouvoir découvrir l'Inde, enfin le Taj Mahal à Agra. C'est vraiment impressionnant. Et moi, j'y suis allé, je sais pas, une dizaine de fois et je suis ravi d'y retourner à chaque fois. Donc là, on va essayer de visiter le Taj Mahal plutôt tôt le matin et ensuite partir sur Jaipur ou bien Ranthambore. Ranthambore avec les réserves de tigres, c'est en chemin en fait de Jaipur. Jaipur, c'est donc une ville très connue dans laquelle on peut faire du shopping. Non pas qu'on encourage le shopping, mais il y a des jolies cotonnades comme celle-ci là en, en coton block print. Aussi qui est un block print. Jean-Michel, vous avez un, je sais pas si c'est un block print ou si c'est un- la même technique mais d'Afrique, dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, on va trouver aussi des bijoux et pas mal de décorations intérieures. Ensuite, il y a beaucoup de monuments à Jaipur, notamment le fort d'Amber qui est incroyable, qui est plus spectaculaire que le palais de Jaipur, puisque la ville elle a été bougée de Amber à Jaipur en 1700 quelque chose, parce qu'il n'y avait plus d'eau à Amber. Et donc, ils ont déplacé à Jaipur. De Jaipur, vous allez pouvoir partir. Le classique, c'est en général de partir vers ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je pense que si. Je ne suis pas sûr. De Jaipur, vous partez vers Jodhpur. Voilà. Et donc, à Jodhpur, vous allez trouver toutes ces maisons très bleues. En chemin, maintenant, c'est une grosse autoroute qui prend 3 heures, qui prend 5 heures. J'ai pris la semaine dernière, donc il n'y a aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de sortir de l'autoroute et d'aller voir les petits villages sur le côté en chemin. Sur Jodhpur, voilà, il faut rester 2-3 nuits, sachant que Jodhpur, c'est assez vite visité, entre guillemets. Il y a un grand fort qui est absolument magnifique. Vous pouvez faire de la tyrolienne. Et c'était un des grands Rajputana de l'Empire britannique. Jaipur aussi, Calcutta aussi. Il y en avait 5, et il y avait Gwalior aussi. Il y avait 5 ou 6 grands. Il y avait 5 ou 6 grands Rajputana comme ça. J'ai vu votre question, Jean-Michel. Non, il ne faut pas de vaccin, il faut un PCR négatif. Après, en fait, c'est entre les États où il peut y avoir des petits bugs. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont stricts sur contrôler le vaccin et des États qui ne le sont pas. Mais en tout cas, quand je suis arrivé la semaine dernière, ils n'ont pas contrôlé mon certificat de vaccination.
Par contre, ils l'ont contrôlé quand je suis arrivé à Jodhpur. Donc, ça relie un peu, voilà. Ça relie les 2 conversations. Lorsque, on est à Jodhpur, on va sortir à 1 heure en fait pour visiter autour. Donc on peut aller voir les Bishnoi. Les Bishnoi qui sont une tribu, voilà, d'éleveurs un peu, de cattle, de bétail et aussi qui sont assez connus parce qu'ils consomment de l'opium. Et donc voilà, on va avoir cette communauté, on va pouvoir passer une journée avec eux, c'est assez sympathique. Mais il n'y a pas d'opium pour les clients, bien sûr. Hem, Ensuite, on peut partir, au sud. Il y a aussi, des visites, de fabricants de tapis qui sont vraiment très intéressantes. Et vous pouvez découvrir aussi, vous pouvez découvrir aussi autour de Jodhpur, au nord, les dunes de Oasia qui sont ouais, c'est du désert. Donc le désert du Thar, c'est pas du désert du Sahara. On va trouver plutôt c'est un désert rocailleux et vert et vous allez pouvoir aller jusqu'à Jaisalmer où là, on va retrouver un peu plus de dunes, un peu type Sahara avec la ville des brigands, Jaisalmer, qui a été, qui est vraiment à la frontière du Pakistan, à une trentaine de kilomètres du Pakistan, et qui va avoir un gros fort à visiter. Ensuite, on va souvent vers Udaipur, un peu plus au sud, au nord d'Ahmedabad, là sur la carte, et on revient par une boucle par Jaipur. Alors soit on repasse, parce que maintenant que les routes sont meilleures, on peut repasser là, voilà, entre les 2. Hem, Soit on rentre en avion sur Delhi, ça dépend après de votre politique un peu de voilà, de vol. Alors l'autre grande partie dont je n'ai pas encore parlé, c'est Bénarès, où là, il faut un train de 12 heures depuis Delhi ou bien un avion, qui va permettre, de voler jusque là-bas, et de découvrir les Ghats, donc du Gange. Alors pour ceux qui auraient des clients pressés, vous pouvez aussi découvrir le Gange à 60 kilomètres de Delhi, puisque la rivière du Gange, elle descend de l'Himalaya en faisant un petit tour comme ça, jusqu'à Bénarès et ensuite elle se jette à Calcutta dans l'océan Indien. Donc la ville de Bénarès, c'est, la ville sainte de l'hindouisme où les hindous, vont mourir et vont, se faire enfin libérer leurs cendres. Il y a aussi de très belles choses bouddhistes à côté, à visiter. Alors, vous vous demandez sans doute quand est-ce que c'est la meilleure saison pour y aller? Hem, on va regarder, ah mince, je me suis trompé dans celle. Voilà, la meilleure saison, ça va être, alors on va redécouper parce qu'on parle d'un grand pays, hein, qui fait 7 fois la France. Donc là, on a mis un peu des références générales. L'idéal, c'est entre octobre et mars. Bon et me au mois d'avril, la semaine dernière, il faisait 42. Bon, il fait chaud, mais c'est un peu tenable. Il faut sortir le matin ou en soirée. Mai, juin, c'est vraiment dur, l'Inde du Nord. Il fait vraiment trop chaud, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, juillet, août, vous voyez qu'il pleut, souvent en juillet. Et là, autant, bon, Bénarès, c'est pas très agréable avec la mousson, encore qu'en août, c'est jouable, mais au Rajasthan, c'est super parce que du coup, le désert redevient un peu vert et vous n'avez pas de grosses inondations comme vous pouvez l'avoir au Madhya Pradesh ou dans d'autres États. Donc vraiment, il y a pas de problème, pour aller en juillet-août, en Inde du Nord et surtout au Rajasthan. Ensuite, en hiver, attention, il fait froid, donc vous énervez pas sur les piscines. On ne se baigne pas dans une piscine au mois de novembre, décembre, et janvier, février, ouais, jusqu'à janvier, on ne se baigne pas dans une piscine. Donc vous pouvez choisir des hôtels sans piscine. Alors on va revenir sur cette raison d'aller en Inde du Nord. Heu, bon, les hébergements, c'est quand même assez magique, des hôtels de fou. Beaucoup d'anciens palais comme celui-ci, qui ont été refaits, transformés en hôtels. Donc là, il faut vraiment y aller. Il y a les Havelis aussi qui sont des maisons bourgeoises, qu'on montrera quelques photos tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment très beau. La cuisine évidemment, voilà, pour moi, avec la gastronomie vietnamienne et française, c'est parmi les cuisines les plus riches du monde. Vous allez avoir, à peu près toutes sortes de transformations, des légumes là, bon ça fait, 20 ans que la première fois que j'ai voyagé en Inde, c'était il y a 20 ans, avec mon sac à dos. Après j'y ai habité 10 ans et j'ai découvert une recette la semaine dernière. Donc c'est la richesse de la cuisine indienne. Donc en l'occurrence, ce que j'ai découvert, c'était une cuisine du Rajasthan dans laquelle on avait des haricots séchés, des haricots verts séchés, qui étaient réhydratés.
Donc, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais j'ai trouvé ça voilà, vraiment génial et étonnant. Bien évidemment, le dal makhani, qui est les lentilles, c'est un peu la référence d'Inde du Nord. Après, il ne faut pas en manger tous les jours parce qu'on peut se sentir un peu lourd quand on voyage. Donc, vous allez être dans l'Empire moghol. L'Empire moghol qui est donc un empire qui descendait d'Afghanistan et du Pakistan, et dont la Taj Mahal, c'est vraiment la grosse référence. Mais il y a énormément de tombes un peu partout, énormément de palais un peu partout. On oublie souvent le côté safari en Inde, on pense aux tigres, et c'est assez facile en fait d'aller dans des parcs de tigres quand on voyage en Inde. Soit vous allez vers Sariska, qui est proche de Delhi, soit vous allez à Ranthambore, qui est très connu, mais qui reste une très belle réserve. Ou alors, si vous avez le temps, vous allez au Madhya Pradesh. Et là, au Madhya Pradesh, vous avez beaucoup de sortes de réserves, il y a au moins 4 ou 5 réserves différentes. Donc, au niveau des chevauchés, vous pouvez le faire à dos de cheval, ça c'est vraiment sympa aussi. Ou bien en chameau, pas forcément sur un chameau, ce n'est pas très confortable pour ceux qui ont essayé, mais vous pouvez quand même faire, après les chameaux, vous pouvez avoir une petite carriole derrière qui est tout à fait agréable. Bon, évidemment, le Gange, si vous êtes très chanceux, vous pouvez voir des petits dauphins du Gange qui sont aveugles. Et c'est assez touchant de les voir. Et ensuite, c'est authentique, on peut faire hors des sentiers battus assez facilement. La vérité, c'est que tout le monde veut voir Jaipur, Agra, donc en fait, vous pouvez faire du hors des sentiers battus, mais il faut vraiment respecter les grandes villes que tout le monde veut voir. Alors, on va passer au suivant. Donc, quelques inspirations de voyage, donc on peut regarder sur notre site si vous le voulez. Donc là, ça fait 15 minutes. Je vais essayer de faire 3 fois 20 minutes. Donc là, vous êtes en Inde du Nord. Donc, on a différents voyages. Donc, notre classique chez nous, c'est Songe de Maharaja, qui permet en fait de faire un peu le tour du Rajasthan en 9 jours. Assez classique. Ensuite, vous avez de Rajasthan à Bénarès. Et là, c'est un peu plus technique quand vous montez un itinéraire. Moi, je dirais même plutôt faire Bénarès d'abord parce que c'est fatigant et ensuite finir en Rajasthan parce que c'est un peu moins fatigant. Et du désert du Thar au mont Aravalli. Bon, les monts Aravalli, c'est vraiment une très jolie montagne verte au milieu qui vaut le coup de découvrir. Peut-être tu peux ouvrir le grand tour du Rajasthan comme ça. Je vais vous montrer quelques photos d'hôtels aussi. Voilà, descends un peu. Je suis désolé, j'ai un problème de partage d'écran sur mon ordi qui ne marche pas. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas regardé le chat depuis quelques instants. Non, il n'y a pas de nouvelles questions là depuis tout à l'heure. Ok, très bien. Donc voilà, vous pouvez descendre. Voilà, là sur Mandawa, on va être dans le Shekhawati, on va retrouver le désert. Un peu plus dense. Ça, c'est les maisons, donc les Havelis du Shekhawati. Localement, vous pouvez faire des belles photos parce que les gens sont très photogéniques, ils aiment bien être pris en photo. Donc le royaume de Bikaner, qui était puis Jaisalmer. Voilà, donc on va retrouver le désert du Thar. Ensuite, Jodhpur, qui est la ville bleue, donc bleu pour les brahmanes. De l'autre côté de Jojawar, là, on rentre dans les monts Aravalli, avec ce magnifique palais là, de Ranakpur, qui est un temple Jain, qui est absolument incroyable. Ensuite, on passe sur Udaipur, qui est un peu la Venise locale, qui se tient bien, et la ville est très entretenue, c'est vraiment très beau. Et on remonte, comme je vous le disais tout à l'heure, vers Bijapur pour retrouver après Jaipur et via Pushkar. Donc là, on a quand même pas mal de routes, on fait de la distance, mais les routes sont quand même bien meilleures qu'il y a une dizaine d'années, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Et ensuite, on passe sur Bharatpur et Agra, où là, on va prendre le temps de visiter le Taj avant de rentrer. Donc cet itinéraire-là, vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Ça fonctionne très bien. Là, vous avez vraiment un Rajasthan complet. Moi, je dirais qu'idéalement, il faut passer un peu plus de temps dans les monts Aravalli. Mais bon, c'est déjà un itinéraire de 20 jours, donc
pour vos voyageurs, c'est déjà beaucoup. On peut repasser effectivement sur la présentation. On va passer directement à l'Inde du Sud, sinon on n'aura pas le temps de couvrir les trois. Voilà, donc quelques exemples sur. Ouais, tu peux revenir du coup. Quelques exemples sur les palais. Donc voilà, ça c'est à gauche, c'est le Impala Valley qui se trouve à Jodhpur. À droite, vous avez Achuru, un hôtel. Repas inclus ou pas, nous, on a tendance à plutôt vendre le petit déjeuner et pas l'après-midi et le soir, parce que les gens, ils aiment bien sortir. Après, si vos voyageurs, ils veulent qu'on mette les repas, il n'y a pas de souci. C'est assez facile pour nous. Donc là, on voit toutes les maisons bourgeoises du Shekhawati, en haut, en bas, au milieu, le lac d'Udaipur, avec voilà, un endroit qui appartient toujours d'ailleurs au Maharaja, son petit palais au milieu. Et voilà. Pour les repas, ça a un peu augmenté le prix, mais vous comptez entre 10 et 20 euros par personne, quoi, par repas. À 10 euros, vous mangez très bien. Et après, on avait mis un peu sur les activités. Donc, le cours de cuisine, il est vraiment intéressant parce que vous allez découvrir différentes choses. Et puis, c'est un vrai moment d'échange avec les familles. Donc, on en a un à Jodhpur et un à Jaipur, et à Agra aussi d'ailleurs. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire une soirée chez des Indiens francophones à Delhi, chez Deepika, qui est une ancienne employée Shanti. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos voyages, la rencontre avec les locaux. Donc, ce qui permet de mieux comprendre un peu. Alors, l'Inde du Sud, là, on déménage, on ne parle plus la même langue. Alors, Bombay, on parle encore un peu la même langue. Le marathi, ils comprennent un petit peu le gujarati et le hindi. Mais toute la partie sud d'Hyderabad, là, vous voyez cette grosse ville d'Hyderabad qui doit faire maintenant 8 ou 9 millions d'habitants. Tout comme Chennai, Bangalore et Bombay, hein, c'est de très grosses villes. Bombay, on est à 22 millions d'habitants. Bangalore, on doit être à 13-14 maintenant. Et Chennai, ça a dû passer les 10 aussi facilement. Donc, ces mégalopoles, moi, je trouve, en y ayant habité, qu'elles étaient intéressantes. Euh, Après, c'est à vous de voir si vous voulez que les gens découvrent des très grandes villes. Voilà, il y a beaucoup d'embouteillages, c'est lent, etc. Donc, ensuite, souvent, on va faire de Chennai jusqu'à Cochin ou de Cochin jusqu'à Chennai. Donc, Cochin, c'est du côté des backwaters du Kerala, vous voyez, avec le petit fil jaune si vous suivez. Et Chennai, c'est du côté est. Alors, on va donc du côté est, on va parler tamoul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu, les plantations de thé, elles sont dans des montagnes qui sont quand même entre 1200 mètres et 1800 mètres. Ce pas des toutes petites montagnes, voilà. Tout au centre, des montagnes qu'on appelle les Nilgiri. Et ensuite, on descend la côte. En fait, on fait Chennai. Ensuite, on va à Mamalipuram, où on a des temples du 5e siècle, 8e siècle. On passe par Pondichéry, où là, il y a pas mal de restes de vestiges de l'Empire français. Ensuite, on passe à Tanjore et on va dans un endroit incroyable, mais vraiment incroyable, il faut le noter pour vos clients, qui s'appelle le Chettinad. Je vais même le marquer tellement c'est important. Là, c'est toutes les maisons bourgeoises, des Chettiars, qui sont la caste marchande, voilà, d'Inde du Sud. C'est un peu l'équivalent du Shekhawati au Rajasthan. Donc, ils tenaient jusqu'à 55% de la Birmanie pour les terres. Voilà. Donc, ça vous paraît un peu technique, mais en gros, ce serait comme une caste entre bourgeois et nobles voilà, qui aurait tenu l'Empire britannique. Ce qui était le cas d'ailleurs avec l'Empire français, où il y avait beaucoup de Pondichéриens aussi qui travaillaient pour les Français en Vietnam ou en Afrique. Donc, voilà, du Shekhawati. Donc, c'est des mots qui ne sont pas faciles à écrire. Donc je vous les note dans le chat. Vous allez vous demander comment ça s'écrit. Ensuite, donc on arrive au Chettinad, on va voir les temples de Madurai, puis on traverse la montagne et on redescend de l'autre côté, du côté Kerala, où on rechange de langue et de nourriture. Il va y avoir une nouvelle ambiance, plus éduquée. Là, on va être dans un pays qui a 80... Dans cette partie de l'Inde du Sud, on a 90% de lettrés ou 95% de lettrés. Kerala, je crois qu'ils sont à 98%.
Dans le nord, on était sur des taux d'alphabétisme plutôt autour de 60-65%. On sent une vraie différence. On peut regarder la slide suivante. Donc, le Kerala, bon, c'est assez connu en général pour ses backwaters, voilà, les jolies photos du backwater. Et c'est vraiment aussi beau que ça a l'air en photo. Là, il n'y a pas du tout, on ne triche pas. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, donc là, sur les photos, vous allez avoir Tanjore, qui est donc un temple du 8e siècle, qui est en bas à gauche. Les Nilgiri qui sont en haut à droite, on appelle les montagnes bleues aussi. Et en bas, un baba qui se promène entre les temples. Donc, il y a beaucoup aussi de médecine traditionnelle qui s'appelle l'Ayurveda. Nous, on vend beaucoup de séjours en Ayurveda. Si vous avez des voyageurs qui ont besoin de renseignements, on est ravis de vous les passer. C'est Géraldine qui s'occupe de l'Ayurveda chez nous. Elle est basée, elle a déjà fait plusieurs cures ayurvédiques. Elle est basée en France. Et on a aussi Fabienne qui est basée à Jaipur, qui habite là-bas. On avait un bureau à Cochin qu'on a fermé pendant le Covid, mais qu'on rouvrira quand il y aura suffisamment de voyageurs. Et notre autre bureau est à Delhi. Ensuite, vous pouvez aller dans les temples voilà, de Madurai et du Tamil Nadu. Vous pouvez vous détendre à Goa. Alors Goa, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est beaucoup de... Enfin, nous, on en parle peu parce que c'est beaucoup de séjours et on sait qu'en séjour en DMC, on n'est pas très compétitif. Mais vous avez des clients qui vont vouloir y aller. Et souvent, on va compléter ça, enfin Goa, après un séjour vers Bangalore et la fameuse ville d'Hampi, qui est un grand empire qui s'est écroulé au XIIIe siècle, le Vijayanagar, et qui a 10 heures de route de Hampi. Vous avez Goa et souvent on couple les deux. Donc la végétation est vraiment luxuriante là-bas aussi. C'est assez dense, hein, on retrouve beaucoup d'épices, de plantations d'épices. Et ensuite, vous avez tous les comptoirs portugais avec Fort Cochin ou Goa, hollandais aussi un peu, et Pondichéry pour les comptoirs français. Il y a aussi des comptoirs danois. Pondichéry, en fait, il y avait 4 territoires qui étaient attachés. Il y avait notamment Calicut. Là, si vous partez sur Calicut, vous allez sur du hors des sentiers battus et on sera ravis de vous aider à imaginer ce genre d'itinéraire. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, quand partir en Inde du Sud? Alors, vous avez 2 Indes du Sud, le Kerala et le Tamil Nadu. Ça coupe le pays en deux, en fait, et la mousson, elle reste bloquée du côté Kerala. Vous voyez qu'il pleut au mois de juin, juillet, août, septembre, d'une manière assez dense. C'est bien pour faire de l'Ayurveda, mais sinon, on n'y va pas parce qu'il y a beaucoup de routes coupées. Mais bon, après, les habitants sur place, ils restent, hein, donc on peut quand même y voyager. Mais si on voyage pendant la mousson, il ne faut pas être surpris d'avoir des glissements de terrain, du retard. Ce pas des clients trop stressés. Sinon, si vous voulez être tranquille, du mois de fin mi-septembre, octobre, jusqu'à mars, c'est vraiment très agréable. Donc ça, c'est la partie Kerala, donc du côté ouest, dont on entend souvent parler. En plus, on a la chance d'avoir beaucoup de documentaires sur Arte ou sur France 5 qui parlent régulièrement du Kerala et de l'Ayurveda. Et donc, bien souvent, vous avez des demandes après des passages de ces documentaires. Et le Tamil Nadu, donc là, on va plutôt être sur une mousson inversée, qui est une mousson du mois de novembre-octobre, avec des orages un petit peu en juillet-août, mais c'est tout à fait possible de voyager du côté de Tamil Nadu en juillet-août, il n'y a pas de problème. Sinon, à partir de fin novembre jusqu'à fin mars, après, il fait vraiment chaud. Avril, mai, juin, s'il fait chaud et humide, c'est pas évident. C'est suivant. Alors, quelques voyages. On va prendre le classique que je les ai décrit, du Tamil Nadu au Kerala, ce qui va vous permettre de regarder un peu l'itinéraire. Voilà le deuxième. Donc, on peut le faire en 12 jours. C'est pas mal. Le grand sud de l'Inde. Ah, oui, on aurait pu mettre le grand sud de l'Inde parce qu'il contenait aussi la photo d'Hampi. Donc, on descend tranquillement au Kerala sur cette barge. On peut faire 1 ou 2 jours là. Là, donc, on a mis dans le sens Chennai jusqu'à Cochin. Donc, Chennai, ça va être la grande ville où on arrive. On va dormir souvent direct à Mahabalipuram, qui est une grande plage. Alors attention pour vos voyageurs, leur dites pas que
bikini et plage, quoi, hein. Là, à part à Goa, c'est pas trop l'ambiance quand même. Un petit peu dans le Kerala, mais sinon, la mer est un peu rude et il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent regarder les femmes qui se baignent. Elles peuvent se baigner en sari, ça fait très Bollywood. Mais... Ensuite, Pondichéry avec Malipuram. Donc là, Pondichéry, la ville blanche, qui a été un peu abîmée là récemment par un peu trop de construction, un peu trop de corruption. Ensuite, on va jusqu'à Tanjore. Donc là, on est sur des temples Chola du 8e siècle. C'est absolument incroyable en jour 4. Tanjore Chettinad. Donc, je vous ai dit tout le bien que je pensais du Chettinad tout à l'heure. C'est les vieux palais incroyables à restaurer. C'est extraordinaire. Puis Madurai, la vieille ville sainte un peu d'Inde du Sud, avec Kanyakumari, mais qu'on n'a pas mis là. On passe dans les plantations de thé. Là, il fait frais, hein, il faut me prendre un petit pull. Et puis, on mange pas mal de légumes. C'est une nourriture un peu différente. Il y a aussi des tribus, il reste quelques tribus qui habitent dans les Nilgiris. On descend vers Tekadi avec son fameux marché aux épices. On a beaucoup de couleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on change de langue. Tekadi a la réserve naturelle où on peut voir des éléphants sauvages. Et ensuite, tranquillement, on prend le bateau de Houseboat pour rentrer pas très loin de chez Cochin, où si on a de la chance, on peut voir ce spectacle incroyable de Kathakali, qui est un vrai bonheur à voir au niveau du maquillage. Essayez de lire quand même le contenu avant d'y aller, c'est quand même plus facile. Et ensuite, direction Cochin, avec ces fameux carlets qui sont très connus, les carlets de Cochin, carlets de pêcheurs de Cochin. Et là, la ville est bien conservée aussi, sans doute mieux que Pondichéry. Vous avez une vraie sensation poétique de l'Inde désuète, un peu à la Marigold Hotel, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, et un peu dans ce style-là. Peut-être qu'on peut regarder vite fait le 20 jours qui nous permettrait de découvrir dans le grand sud de l'Inde. Alors oui, on avait fait une collaboration avec Bruno Walter sur le centre de l'Inde. Je ne vais pas en parler cette fois-ci du centre, parce que je voudrais vous laisser un peu de temps pour les questions quand même. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour l'Inde du Sud. Donc, en nourriture, on mange des idlis. Donc là, on retrouve le même itinéraire que celui qu'on vous a montré. Alors, à Chennai, vous pouvez visiter, si vous avez l'église catholique à Chennai, qui est vraiment intéressante. Vous avez Saint Thomas. Alors, ce n'est pas celle-là, l'église de la cathédrale de Saint Thomas. Mais pour les gens pieux, c'est très intéressant d'aller voir la cathédrale de Saint Thomas. C'est un des apôtres de Jésus qui est parti. Et en soi, l'église est très, très belle. Pondichéry, Thanjavur. Des photos un peu différentes. De Thanjavur. Voilà, les palais du Chettinad, on les voit un peu mieux sur cette photo. Avec des rues entières de palais. Madurai avec ses babas. On va remonter, voilà, toujours on traverse là. Alors attention, les parcs naturels, Kerala, des fois on a un peu de plaintes, les gens ne voient pas forcément d'animaux. Descendre, vous voyez, continue de descendre. Voilà, on remonte à l'épée sur la jolie plage, avec les backwaters un peu toujours derrière. Cochin, et là on va traverser pour aller jusqu'à Bangalore, la grande ville de Bangalore. Puis Mysore, qui est absolument magique. Un très beau palais. Ça fait partie des grands Rajputana aussi, dont je vous parlais tout à l'heure, le Rajputana de Mysore, de Nawab. Ensuite, on va aller jusqu'à Hassan, qui est un lieu saint Jain, vraiment très beau. Et on remonte à Hospet, et de Hospet, on va à Hampi. Bon, Hampi, voilà, c'est le grand empire dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été abandonné. Et qui est avec cette ambiance de pierre ronde, un peu comme à Montserrat, pour ceux qui sont allés. Et ensuite, on continue sur Badami, avec des grottes perdues dans la jungle. C'est dingue. Et tranquillement, on ressort sur Goa. Vous voyez, donc là, on est sur un itinéraire très complet. C'est assez incroyable comme voyage. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a de plus en plus de voyages longs. Les gens, tant qu'à faire de venir, veulent rester un peu plus et découvrir un peu plus.
Donc, on a des voyages qui sont un peu plus chers et un peu plus longs. Là, en termes de prix, à 1 790, on va être sur du logement standard, bien sûr. Euh, un bel hôtel. Avec des hôtels un peu mieux, on va être sur 2500 à peu près, quoi. De notre côté, nous, on vous vend au rack rate, c'est vous rajoutez votre marge. Voilà, on essaye que vous restiez compétitif et au prix du marché, bien évidemment. On va passer maintenant à l'Himalaya indien. Alors avant, est-ce que vous avez des questions sur l'Inde du Sud? On dirait le Sud. C'est Léo Ferré qui a découvert l'Inde du Sud. Excusez-moi, parce que je suis censé faire au moins 5 mauvaises blagues. C'est un deal que j'ai fait avec Together. Donc, si je ne fais pas mes 5 blagues, je ne suis pas réinvité à la prochaine conf. Je suis là pour les compter. Hein. Ouais, très bien. Donc, tu as vu déjà le tyrannosaure. Je peux la reprendre ou je ne peux pas la reprendre? Elle était bonne, elle était bonne. Elle était pas mal. Ok. Alors, je vous propose de changer de monde complètement. Il y a autant de points communs entre un Ladakhi et un Tamoul qu'entre un Suédois et je sais pas, un habitant d'Afrique. Enfin, il y a pas de... C'est vraiment une civilisation complètement différente. Là, on va se retrouver un peu plus sur les routes, le nord des routes de la soie, avec des échanges entre le sel et la soie et les épices. Donc, il y a plusieurs Himalayas indiens. C'est grand, l'Himalaya indien. Là, d'ailleurs, sur la carte, on vous a mis qu'un petit bout, mais tout l'autre côté, ça continue jusqu'à la Birmanie. Et de la Birmanie, ça enchaîne quasiment jusqu'au Laos. Donc, à l'est, ça va être l'Arunachal Pradesh, où le soleil se lève à 3h30 du matin. Et après, on va être vers Srinagar ou vers le Ladakh, où là, le soleil va se lever à 6h30. 7 heures pour un même décalage horaire. Donc, on est vraiment sur un très grand pays dont il est difficile de parler. Donc, tout ce qui est vrai à un endroit est faux à un autre. Et toute généralité, en général, trouve son contraire. Donc, on va pouvoir continuer sur l'Himalaya. Et les grandes zones, voilà, on va avoir... pardon, excuse-moi. Donc, les grandes zones, ça va être juste au-dessus. On va remonter. Il va y avoir donc la partie au nord-est de Delhi, où il va y avoir Delhi, et de ce côté-là, tout ce qu'on appelle l'Uttarakhand. Puis un peu plus au nord, la partie qu'on appelle l'Himachal Pradesh, vers, voilà, en face de Ludhiana, là où on est. Donc c'est là où on va retrouver aussi Rishikesh qui se trouve en Uttarakhand, et puis Dharamsala, le siège du Dalai Lama. Et en fait, on va passer un col ici, un peu plus au nord, qui va nous faire rentrer dans l'univers du Ladakh, où là, on va être sur des paysages rocailleux, secs. Donc, voilà un petit peu les 4 grandes parties de l'Himalaya indien. Il y a aussi le Sikkim et l'Arunachal Pradesh. Donc là, Sikkim, Arunachal Pradesh, le Sikkim, on en entend souvent parler grâce à Darjeeling. Vous connaissez tous Darjeeling, le thé de Darjeeling. Eh bien, ça vient juste au sud du Sikkim. Ça fait partie d'une région administrative qui s'appelle le West Bengal, dont la capitale est Calcutta. Donc, ils sont sur des grands morceaux de terre. Alors ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on aime bien dans l'Himalaya indien? Les villes sacrées, puisque toutes les 4 grandes rivières prennent leur source dans le nord. Donc, il y a beaucoup de spiritualité, de mysticisme. À Rishikesh, il y a plein de choses autour du yoga, du bien-être, du développement personnel, sérieux et pas sérieux, arnaque et pas arnaque. On aime bien l'aventure et la découverte. Vous allez avoir des treks au Ladakh, du rafting sur le Gange ou yoga à Rishikesh. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont faisables en termes d'aventure. Ça, c'est vraiment sympa. La culture bouddhiste tibétaine, qui est sans doute en partie plus authentique que le Tibet chinois. Donc ça, je vous laisserai juger, mais des monastères démis sous la Mayuru, c'est incroyable. Enfin, il faut voir ces festivals. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc vous allez retrouver aussi les yaks qui servaient avant sur les routes de la soie, la route du sel, pour échanger. Et puis des voyages vraiment hors des sentiers battus, parce que
Il y a peu de tourisme finalement. Il y a plus de tourisme locaux maintenant, mais il y a plein de routes où il y a très peu de tourisme. Hem et alors vous pouvez y aller toute l'année, bon, au Ladakh, vous allez trekker sur une rivière gelée, si elle est gelée cette année-là. Hem et vous avez pas ouais, ça va être assez facile de marcher sur cette rivière, en hiver lorsqu'elle est gelée. Sinon, vous pouvez y aller à peu près alors Sikkim et Ladakh, c'est des vous voyez là, on en a mis 2, mais c'est des régions qui sont différentes, avec des dates différentes. Puisque les Ladakh, ça va être idéal entre avril et septembre, un peu frais la nuit, mais quand même sympa. Juillet, août, c'est parfait. Hem et il pleut assez peu. Quand la mousson passe la montagne, c'est un peu une galère, parce qu'il pleut beaucoup et qu'il y a beaucoup de coulées de boue. Heu, Quant au Sikkim, moi, je vous conseille mars-avril et octobre-novembre. En été, pour nous, en France, juillet-août, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de glissements de terrain et on voyage doucement. Mais c'est très vert. Heu et pour les treks, bon, il faut mieux qu'il soit sec, c'est pas très agréable de marcher sous la pluie. Alors on va passer à la slide suivante. Donc les voyages, heu, dans l'Himalaya indien, on va peut-être regarder un classique un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire du trek, et pour les gens qui ont peur d'aller en Inde, c'est très bien de commencer par, l'Himalaya indien. Vous les emmenez aller, il y a 300 000 habitants, et puis dans tout l'État, il y a 700 000 personnes. Donc là, les gens qui ont peur de la foule, vous pouvez partir directement, heu, voilà, on va mettre le Ladakh Express peut-être plus parce qu'après c'est chaque trek dans une vallée, donc on peut regarder le Ladakh Express qui est le circuit un peu découverte généraliste, qu'on peut vendre aux familles, pour expliquer le bouddhisme, pour découvrir les temples, pour aller voir le grand lac. On fait une nuit à Delhi, en général, le lendemain matin, le vol il part entre 6 heures et 10 heures, et ensuite on part à Leh, et là, à Leh, vous allez faire vos premiers pas au Ladakh. Heu, donc c'est un aéroport qui est à 3 700 mètres. Vous prenez le temps de descendre, de vous acclimater, de respirer jusqu'à 3003. Et ensuite, lorsque vous êtes allé, on va souvent voyager en étoile, donc il y a pas besoin de faire ses bagages. Donc, nous, on avait un petit hôtel à Nimou House dans lequel, les gens aimaient bien dormir aussi à 3000 et qui permettait de tourner autour. Donc la Mayuru, là, vous allez sur la Lune. Bah, c'est complètement hallucinant. C'est une terre ocre et jaune. C'est absolument magnifique, la Mayuru. Le monastère est très beau aussi. Vous pouvez voir Phiang en revenant, c'est vraiment très chouette. Heu, Ensuite, voilà, on peut revenir sur Leh, on peut y dormir ou faire l'aller-retour. Maintenant, les routes sont très bonnes, c'est des routes où il y a beaucoup de transport de troupes. Ensuite, on peut aller voir le lac de Pong Tso, qui a été, immortalisé un peu parce que c'est la frontière avec la Chine. Là, on va traverser une route très haute, 5003, quasiment la route la plus haute du monde. Hem Et vous voyez, les populations n'ont rien à voir avec les Tamouls, comme je vous le disais tout à l'heure, ou avec les gens du Rajasthan, c'est complètement différent. Et puis après, on peut rentrer tranquillement. Donc là, c'est un petit Ladakh Express en 8 jours qui permet de découvrir le Ladakh. Si vous avez plus de temps, alors vous pouvez faire un Ladakh plus long. On peut regarder avec la Marca, qui est un trek qui se fait tout à fait en famille. Hem, la Marca, c'est une jolie vallée, heu, vous voyez, en difficulté, on doit être 2 chaussures, ce qui fait des petits dénivelés, 100-200 mètres. Oui, on est comme dans une grande vallée plate, on marche au fond de vallée. On peut faire un peu de haute vallée, mais bon, il y a pas de c'est pas très difficile. Donc, voilà, Délilet, on retrouve un peu les mêmes premières étapes. On va faire les jours d'acclimatation aller, hem, avec la visite de la vieille ville, et ensuite on part pour Chiling, pour faire une petite visite rapidement, et de Chiling, on part, à Skiou, on commence à marcher, hem et donc, bah, voilà un petit peu les paysages que vous pouvez voir. Après, on va de village en village, à Shingo, à Rumbak, ou maintenant à Rumbak, il y a des très belles maisons d'ailleurs, c'est marrant. Langmachan, on va croiser des tribus nomades de chèvres pashmina que, certains aiment bien porter, en châle. Ensuite, on va passer sur Matofu. Là aussi, il y a de très belles stupas pour marcher au fur et à mesure. On redescend à Shangfu, donc tout ça, c'est en gros, c'est une boucle à l'intérieur de la vallée.
Et puis ensuite, on revient sur l'île. Vous voyez, c'est un petit trek de 5 jours. On a aussi des treks de 10-15 jours pour les gros marcheurs, ça c'est tout à fait possible. Sur des petits groupes de 6-8 entre copains, on peut faire des treks sur mesure, on n'est pas obligé de prendre des dates préexistantes. Et alors, dites-moi, après je vais vous faire juste une partie. Est-ce que vous voulez que je vous fasse Darjeeling, Sikkim ou est-ce que vous voulez que je vous parle de Rishikesh? Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Tu peux revenir sur le site peut-être. Et du coup, je vous laisse voter dans le chat si vous n'êtes pas endormi, si vous n'avez pas marre de ma voix. Si vous êtes vivant, vous pouvez lever une main. Ah, non, il n'y a plus personne. Darjeeling. Ok, très bien. Première gagne. Alors, Darjeeling, on va... Bon, bah, parfait. C'est vrai que c'est bien parce que la destination est déjà connue. La difficulté pour nous, quand on est un peu pointu comme nous en DMC, on a envie de vous vendre des trucs que les gens ne connaissent pas. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut vendre la destination avant de vendre le voyage. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, si tu descends encore un peu, je crois que Darjeeling est jusqu'en dessous du Darjeeling au Sikkim. Voilà, les villages de Darjeeling au monastère du Sikkim. Donc, en fait, on va atterrir en vol à une ville qui s'appelle Gangtok. Pardon. Soit on atterrit à Gangtok, soit on atterrit, mais pas trop, plutôt à Bagdogra. Mais là, l'aéroport est actuellement en travaux. Et donc, de Darjeeling, voilà, vous allez à Bagdogra. Et ensuite, vous montez tranquillement dans des jolies plaines comme ça. On peut prendre le petit train, ce qu'on appelle le toy train, et on peut voir le Kanchenjunga de Darjeeling. Vous avez aussi l'ancien rink de hockey, l'ancien truc vraiment du village anglais. Alors, c'est pas très bien conservé, il faut fermer un peu un œil pour s'imaginer. Mais voilà, si on a un bon livre de William Dalrymple et qu'on est un peu inventif, on est quand même dans l'Empire anglais. Vous pouvez dormir au Elgin Hotel, être servi avec des jolis, voilà, des petits couverts en argent. C'est vraiment sympa. Ensuite, on part, on va à la vallée de Mineral Spring. Là, c'est très calme. On va dormir au McMally, qui est un peu une coopérative qui nous accueille là-bas, un peu en séjour chez l'habitant. Et donc, on va travailler autour de la biologie, la biodynamie, la permaculture, qui est quelque chose de très important dans le Nord-Est. Premier État en Inde à interdire les pesticides. Donc là, vous avez vraiment des choses intéressantes. Ensuite, de Mineral Spring, on va passer de l'autre côté de la frontière pour arriver au Sikkim. Là, on vous fait une petite nuit chez l'habitant. Donc là, c'est plus un monde népalais. On n'est plus chez les Ladakhi, ni dans Uttarakhand, on est au Népal. La plupart des gens, c'est une caste qui s'appelle, une tribu qui s'appelle les Gorkhas, qui étaient les Gorkhas, les chevaliers très fidèles de la reine, de la reine d'Angleterre. Son équipe d'élite était la reine. Donc là, vous pouvez aller à Darap et profiter, si vous voulez, pour faire une petite méditation. C'est assez beau. C'est vraiment sympa. Vous avez les chutes du Kanchenjunga qui sont pas loin. C'est vraiment dingue. Puis on passe à Darap, qui est un monastère de Tête Noire, je crois. Là, on est sur des vieux monastères. Pour ceux qui connaissent, c'est la route qu'a pris Alexandra David-Néel. Si vous connaissez l'aventurière Alexandra David-Néel, voilà, c'est une Française qui est partie dans la fin des années 1900 en voyage en Inde avec l'argent de son mari. C'est une chanteuse d'opéra. Et en fait, elle est partie avec ses avec ses mâles, une quinzaine, vingtaine de mâles, partie pour voyager en Inde. Puis elle s'est découvert une vraie passion pour l'Inde. Elle est allée plusieurs fois. Elle faisait des voyages de 5-6 mois. Elle rentrait, elle écrivait, elle repartait. Et donc, elle est passée au Tibet déguisée en mendiante par cette route-là, du Darjeeling et du Sikkim. Et bon, c'est extraordinaire. Enfin, c'est une aventure dingue. Elle a adopté un moine. Elle est devenue traductrice officielle du Dalai Lama. Et voilà, quand on y est, on peut penser à elle un peu là-bas. Et puis tranquillement, après, de Darap, on repasse par Martam et on redescend à Gangtok, qui est une ville pas si moche que ça pour une grande petite ville. Et on passe à Rumtek. Là, on a un joli homestay aussi. Et au monastère de Rumtek, on va manger
On va voir c'est là où il y avait les, les moines à tête noire, avec chapeau noir, je ne sais plus comment on l'appelle. Ensuite, on part à Kalimpong. Alors, souvent, les gens, ils oublient de faire ça. C'est un peu dommage. Kalimpong, c'est vraiment la petite ville un peu perdue, pas très jolie extérieurement, mais qui a 2-3 beaux hôtels avec des belles vues. Et surtout, après, on peut partir un peu marcher dans la forêt à partir de Kalimpong. Là, ça vaut vraiment le coup. Et l'été de Darjeeling viennent donc évidemment de Darjeeling, mais aussi de Kalimpong et en partie du Sikkim. Et donc, pour tous les fans de thé, vous pouvez vraiment prendre le temps de visiter des, des usines de thé. Donc, c'est vraiment, vraiment sympathique comme endroit, bonne ambiance, les gens sont accueillants. On mange plutôt bien parce que c'est beaucoup de légumes bouillis ou des momos. Donc, voilà, c'est pas trop dur à digérer, un peu comme au Rajasthan. On est plus léger et c'est un peu plus varié que la nourriture du Ladakh. Donc, voilà, on est dans des terres riches. Et pour ceux qui voudraient enchaîner sur le Bhoutan, il y a une route qui part de Darjeeling. Au bout de 5-6 heures de route, vous passez au Bhoutan. Voilà un petit peu ce petit tour d'horizon. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Darjeeling? De rien, Héloïse, avec grand plaisir. Grand plaisir, Siam aussi. Alors, ce sont quel type d'hébergement? Sur la partie Darjeeling, on va avoir pas mal de... Ce serait un peu l'équivalent d'Airbnb de luxe entre les villes. Vous voyez, des jolies maisons un peu au milieu des plantations de thé. Et sur la partie, des grandes villes, on a des vieilles bâtisses un peu refaites. Et de temps en temps, on a des business hotels, mais assez peu. À Kalimpong, il y a 2 maisons héritage qui sont très belles. Darjeeling, il y a du héritage aussi. Et après, bon, ça dépend évidemment des montants que chacun veut mettre. Voilà, c'était un balayage rapide de l'Inde. Il manque un peu l'Inde centrale. On le refera une autre fois. Et puis le nord-est de l'Inde, qui est quand même incroyable, mais qui finalement on fait assez peu de voyages là-bas. Je vous parle juste petite question. La pandémie a-t-elle impacté les destinations en termes de prix, plus cher ou moins cher? Ah pardon, on avait dit que c'est toi qui le disais. Oui, c'est véhicules avec chauffeur, bien sûr. Nous, on peut mettre des guides, hein, si vous avez besoin, des guides francophones, il y en a pléthore. Il n'y a pas de souci. Alors, justement, les guides francophones, ils sont un peu partis travailler pour l'industrie du BPO, on appelle ça, ou au téléphone, pour faire du démarchage. Et donc, oui, la pandémie a impacté, bien sûr, les prix sont plus chers. Alors, il y a des destinations qui ont eu la chance d'avoir du marché domestique, donc indien, où eux, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ils ont tenu, ils ont payé leurs frais fixes. Les autres, ils ont un peu augmenté. Pour l'instant, la roupie indienne n'a pas vraiment chuté, contrairement à la roupie de Sri Lanka. Mais globalement, nous, on vend quand même quasiment 20-25% plus cher. C'est pas vraiment qu'on a augmenté nos prix, c'est juste que les gens ils se font plus plaisir. Je sais pas comment c'est dans vos agences, mais c'est vrai que nous, on a remarqué que les gens se faisaient plaisir sur les voyages. Ils prennent un peu plus de beaux hôtels, vous voyez, ils vont un peu plus loin. Donc oui, c'est plus cher qu'avant et surtout le vol est un peu plus cher qu'avant. Le vol international, avant, on avait à 500-600. On en trouve un peu, mais c'est plus difficile. Ouais, pour vous aussi, Karine, c'est plus de budget, ouais, ça ne m'étonne pas. Tout le monde met un peu plus. Soit les gens, ils ont économisé, soit ils veulent plus se priver, mais en tout cas, ils se font plaisir. Alors attention, si vous mettez des beaux hôtels, au maximum, essayez de les mettre vers la fin. Bon, vous le savez, hein, mais c'est important à répéter parce que sinon, on peut avoir un peu plus de plaintes. Puis il y a des clients qui aiment bien chez l'habitant, mais on ne peut pas faire du 4 jours de suite chez l'habitant. En général, ça finit par une engueulade. Ou un divorce. Avec une agence de voyage, il y a moins de divorces, il y a un fautif. C'est plus simple. Merci beaucoup, en tout cas, Géry, pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont arriver là. Non, c'est clair pour tout le monde. Il y a Claire Merci qui Parce te que remercie. Pareil ce que pour vous Siam. avez dit, c'est clair pour tout le monde. Ah, Désolé Claire, je sais qu'on vous l'a fait tout. elle était facile.
Certains se plaignent du comportement des Indiens vis-à-vis des touristes. Globalement, en fait, quand vous êtes au Rajasthan et que c'est un peu touristique, ils peuvent être un peu agaçants. Mais en ce moment, comme ils n'ont pas vu de touristes depuis 2 ans, vous êtes un peu un dieu sur Terre. Et en fait, ils ont cette tradition d'accueil au Rajasthan ou dans le nord de l'Inde, moins présente dans le sud, mais ouais, l'invité est un dieu. Et donc, ils vont vraiment se plier en quatre pour votre confort. De temps en temps, voilà, ils peuvent être un peu agressifs sur les marchés en faisant du pushing shopping. Mais globalement, non, on n'a pas de de mauvais retours sur les Indiens. Ils peuvent prendre des photos. Alors ça, je vous conseille le film de Louis Malle là-dessus, avec le regard inversé, où en fait, voilà, il pense venir pour faire un film, puis en fait, c'est lui que les gens regardent. Et donc, on a ce sentiment souvent sur l'Inde. C'est-à-dire qu'on veut faire des photos, mais en fait, ceux qui nous prennent en photo. Voilà. Après, il y a normalement bien accompagné, il n'y a pas trop de problèmes avec les Indiens. Bon, moi, j'habite là-bas depuis un moment, je parle hindi, donc quand il y en a, je les prends vite à la dérision. Mais globalement, non, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir une bonne agence sur place. C'est que le chauffeur, il va être là s'il y a un souci, ou vous appelez les conseillers voyage qui vous représentent sur place, en fait. Donc, pas de gros problèmes sur place. Alors, on va prendre une dernière question, s'il y a une dernière question. Sinon, je finirai sur une petite anecdote. Toujours marrant les anecdotes en tant qu'agent de voyage. Voilà, on a je vais vous parler d'une de nos voyageuses. Est-ce qu'on peut avoir un replay? Oui, oui, il y aura un replay, bien sûr. Oui. Bien sûr, Fanny. C'était une présentation assez générale, hein, vous le verrez, et qui vous permettra d'expliquer la différence entre les 3-4 Indes différentes. C'est vrai que nos grands-mères disaient les Indes, et je pense que c'est une bonne idée. Donc, ma petite anecdote, c'est les Indiens qui ont eu peur d'une touriste. On avait une dame qui a fait une crise de... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Quand la personnalité se divise en deux, là, pas schizophrénie, mais l'autre. Ah, bipolaire, voilà, elle était bipolaire. Non, pas épilepsie. Elle était bipolaire, et en fait, elle se mettait toute nue quand elle avait sa crise. Et donc, un jour, elle s'est mise toute nue à 6 h du matin, elle est partie courir dans les rues de Delhi. Et donc, du coup, elle a été arrêtée par la police. Et elle a la bonne idée de dire que son mari la battait. Et donc, lui aussi a été arrêté. Et donc, nous, on a dû se retrouver à aller chercher cette dame en hôpital psy chez les flics pour la sortir, vu que c'était une de nos voyageuses. Donc, c'était un peu compliqué. Donc là, c'est plutôt les Indiens qui se plaignaient de notre voyageuse. Et donc, on l'a sortie. On est bon en local pour gérer les problèmes. On a eu plusieurs gros problèmes sur place, des catastrophes naturelles ou la pandémie comme vous. Donc ça, on sait bien faire. Et donc, on l'avait emmenée à l'ambassade et cette dame dit: «Mais c'est bon, ma crise est passée, ne vous inquiétez pas». Entre-temps, son ami l'avait laissée. On a appris que c'était son amant. Donc, il l'avait laissée toute seule. Et donc là, à l'ambassade, elle dit: «Non, mais tout va bien, vous inquiétez pas». Et 10 minutes plus tard, on l'a retrouvée à nouveau nue, en train de courir dans le jardin de l'ambassade. Voilà, c'était ma petite anecdote de la crise de bipolarité en Inde. Ouais, on l'apprend cette anecdote, elle est pas mal. Pas mal. Ouais. Je vous ai passé quelques détails. Ça nous suffit. Bon, merci à tous en tout cas. C'était un plaisir d'en débattre, ou choukria, comme on dit là-bas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment super de partager ce moment et puis d'avoir interagi aussi avec les questions. C'était top. Eh ben, merci à toi pour cette présentation. C'était très intéressant. Avec grand plaisir. Hop. Et on vous dit à bientôt alors. Au revoir à tous. Au revoir. Film Milenge, on dit en hindi. Pour à bientôt. Fingelingi, Film Milenge. filmelingi. Voilà, à la revoyure. Alors, voyons. À bientôt. Au revoir.